Alors on va terminer le tour du monde à un endroit qui est vraiment perdu dans l'océan Pacifique, l'île de Pâques. Vous connaissez sûrement l'île de Pâques avec les Moaïs. Pourquoi retrouver, il y a à peu près 1000, je crois que c'est 1042 Moaïs qui sont répertoriés là-bas, érigés sur tout le contour de l'île. Et bien sûr, ça suscite beaucoup de questions, cette histoire des Moaïs sur l'île de Pâques. Pourquoi avoir construit tout ça là-bas? Où sont passés les gens qui ont fait ça? Moi, je n'ai pas forcément les réponses. Par contre, on peut s'intéresser un petit peu à cette île. Parce que cette île, en fait, elle s'est créée d'un point de vue géologique, d'après les géologues. C'est l'éruption de 3 volcans qui sont marqués ici. Et ces 3 volcans, en fait, ont fait naître cette île-là. Et la curiosité, c'est que ces 3 volcans, en fait, ils forment un triangle, mais je ne vais pas vous expliquer forcément ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les 2 volcans qui sont en bas, en fait, ils indiquent exactement l'axe solsticial à cette latitude. Alors, c'est quelque chose qui s'est sûrement fait par hasard. En revanche, là où on peut se poser la question, c'est peut-être pour ça qu'on a érigé des centaines de Moaïs à cet endroit-là, comme pour en faire une sorte de temple naturel, d'autant plus que ces Moaïs sont érigés tout autour de l'île et regardent vers le centre de l'île, nous indiquant de regarder l'île, visiblement. Et bien sûr, cette diagonale, cette orientation, c'est celle d'un double carré, sur l'île de Pâques. On va y revenir un peu à l'île de Pâques à la fin, et juste avant, donc, je vais introduire un nouveau concept, parce que ce n'est pas seulement la géométrie qui a déterminé l'orientation. On a vu que c'était en fonction éventuellement du solstice ou de l'équinoxe, et puis je vous ai montré que ça pouvait aussi être des principes géométriques. Mais il y a d'autres principes, il y en a un autre que je vais introduire. C'est quelque chose que j'ai découvert ici dans la région, en fait. J'étudiais donc les mégalithes, et je me disais, c'est marrant, le système géométrique, il n'est pas tout à fait orienté sur le solstice. Il y a un décalage. Ça ne tombe pas le 21 juin. Et donc je cherchais à comprendre, et j'ai cherché avec un logiciel d'astronomie, voir à quelle date ça correspondait. Et j'ai effectivement vu qu'il y avait un décalage de quelques 25 jours, et donc je vais vous expliquer un petit peu ça. Donc je reprends mon schéma de départ, où je suis un observateur de l'horizon, qui observe les levées de soleil. Et la plupart des orientations sont soit sur l'équinoxe, l'est-ouest, soit sur les solstices, comme ceci. Donc l'exemple de Karnak, on l'a vu. Et puis, parfois, on oriente les choses sur un lever de soleil qui n'est pas le 21 juin. Et ce que j'avais constaté dans la région, c'est que le système mégalithique dans la région fonctionnait le 14 juillet. C'était orienté sur un lever de soleil le 14 juillet. Alors je me dis, c'est marrant, ça, le 14 juillet. Pourquoi le 14 juillet? Alors j'essayais de comprendre ça. Et puis je savais que le 14 juillet, c'est le début du calendrier égyptien, par exemple. En Égypte, en fait, les Égyptiens avaient adopté un calendrier de 12 mois de 30 jours, ce qui leur faisait 360 jours, et puis ils rajoutaient 5 jours de fête, et ils démarraient ces 5 jours de fête le 14 juillet. C'est une curiosité assez intéressante, d'autant plus que les Mayas ont un calendrier identique. C'est-à-dire que les Mayas, également, démarraient leur calendrier à la mi-juillet. Ils divisaient en 12 mois également de 30 jours, plus 5 jours de fête. Ce qui est assez surprenant, de se dire que 2 peuples qui ne se connaissent pas, chacun de l'autre côté de l'océan, à des époques différentes, et adopter le même système, et démarrer leur année au même moment. Or, on va voir qu'en Égypte, si je me mets à la latitude de la Grande Pyramide, et que je regarde le soleil se coucher le 14 juillet, il va se coucher sur la diagonale d'un double carré, à la latitude de la Grande Pyramide. Une curiosité qui est assez surprenante, qu'on va creuser un peu plus. En blanc, ce qui apparaît, c'est le vrai axe du solstice. Donc l'axe solsticial, en fait, il est un peu plus grand. Ça donnerait une figure géométrique comme ceci. Alors, ce n'est pas un système de carré. Non, en fait, c'est un système de 8 par 15, et c'est un triangle de Pythagore en nombre entier, comme on a vu tout à l'heure, le 3, 4, 5. En réalité, ici, ça serait un triangle de 8, 15, 17. 3 nombres entiers. Maintenant, le 14 juillet, la question que je me suis posée, c'est d'essayer de comprendre si cette date-là est importante. Pourquoi?
Et donc je me suis dit, quelle est sa position dans l'année? Le 14 juillet, si on voulait trouver un point de départ universel à l'année, les anciens, ils choisissaient souvent le mois de mars. Il fut une époque où le début de l'année, c'était l'équinoxe de printemps. Et on en a des traces, puisque par exemple, le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, septembre 7, octobre 8, novembre 9, décembre 10. À une époque, on faisait démarrer le calendrier non pas au 1er janvier, mais au moment du solstice, autour du 20 ou 21 mars. Donc si je prends ça comme point de départ, si je prends comme point de départ de mon année l'équinoxe de printemps, et que je mets à compter le nombre de jours qu'il y a entre l'équinoxe de printemps, le 21 mars, et le 14 juillet. Et donc j'ai 115 jours entre le 21 mars et le 14 juillet, et environ 70 à 71 jours jusqu'à l'équinoxe d'automne. C'est-à-dire qu'entre les deux équinoxes, le 14 juillet va diviser les deux équinoxes. Et alors du coup, le rapport entre ces jours, c'est combien? Le rapport entre ces jours, là j'ai 1,619. Mais il faut savoir que nous, notre cycle astronomique, la Terre, elle fait un tour en 300, enfin, elle fait le tour du Soleil en 365 jours, 24, 22 et ainsi de suite. C'est pas un nombre entier. Et le fait que ce soit pas un nombre entier, ça introduit, nous, tous les 4 ans, on rajoute un jour de plus. Et en fait, si on intègre ce quart de jour en plus, on s'aperçoit que le rapport est encore plus précis. C'est-à-dire que le 14 juillet va diviser le temps entre les deux équinoxes en un rapport de 1 à 1,618, c'est-à-dire le nombre d'or, peut-être que vous connaissez déjà. Voilà, c'est un nombre mathématique qui a une caractéristique unique. Et ça, c'est très curieux parce qu'on sait, par exemple, que ce nombre-là est employé dans l'architecture ancienne, même si officiellement, on ne reconnaît pas, on n'admet pas officiellement que les anciens avaient des connaissances aussi poussées en mathématiques. Enfin, moi, je l'admets volontiers. Donc, je vous le schématise. En fait, l'équinoxe de printemps, 14 juillet, équinoxe d'automne. Le 14 juillet vient diviser ce temps-là, suivant le rapport de 1 à 1,618. Et ce qui est important, c'est de préciser que c'est le jour le plus adapté, le 14 juillet. Il n'y a pas d'autre jour plus précis. En fait, comme on a un nombre de jours limité entre ces deux moments, on a 183 jours, on ne peut pas avoir une relation exacte. Pour ça, il faudrait avoir des milliers de jours pour pouvoir choisir le jour le plus précis possible. Et en fait, il n'y a pas de jour plus adapté que le 14 juillet. Si je prenais le 15 ou le 13, la relation est beaucoup moins précise. Donc c'est quelque chose d'assez curieux, d'ailleurs qui fait se poser la question, c'est marrant, nous, notre révolution française, c'est le 14 juillet. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas choisi ça comme un clin d'œil? J'en sais rien. En tout cas, c'est amusant. Et donc on peut le vérifier avec un logiciel d'astronomie. Donc là, je vous mets un exemple, hein, c'est quelque chose qu'on trouve sur Internet. Et on peut s'amuser à régler la latitude, l'époque de l'érection des pyramides, c'est-à-dire il y a 4500 ans, à sélectionner l'angle et s'apercevoir que ça se lève bien le 14 juillet, c'est ce qui s'affiche en bas du logiciel, 1407 moins 2500. Alors, on pourrait aller plus loin encore, parce que là, je vous ai parlé du 14 juillet, sa place entre les deux équinoxes. Mais si on regardait sa place par rapport à l'ensemble de l'année, si on finit le tour complet, non plus du 21 mars au 21 septembre, mais si on va faire du 21 mars jusqu'au, de nouveau le 21 mars, et on regarde où se trouve le 14 juillet. Donc ça fait un schéma comme ceci, et le rapport entre les deux, c'est un rapport de 1 à 3, 14, 16. Là encore, il n'y a pas de jour plus précis pour obtenir ce rapport-là. Et moi, je pense que le 14 juillet est une date qui est choisie depuis très longtemps pour ces raisons-là. C'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'on observe, notamment en Égypte, l'emploi de ces nombres-là dans l'architecture. C'est pas écrit sur les hiéroglyphes 3, 14, 16 ou 618. C'est écrit dans la géométrie, dans l'architecture, mais c'est également visible, visiblement, si on étudie bien les choses, dans la façon dont ils ont implanté les monuments et dont ils ont divisé le temps. Donc on voit qu'en fait les monuments, ils sont orientés en fonction de plein de paramètres. C'est pas seulement juste le lever de soleil. On intègre certes un lever de soleil, mais on va intégrer de la géométrie, et ici on a intégré la notion du temps. Donc c'est une pensée qui est très subtile, qui n'est pas une pensée à laquelle on est habitué, parce qu'on regarde ça de haut souvent. Et quand j'ai l'occasion d'échanger avec des historiens ou archéologues sur ce sujet-là, ils ont beaucoup de mal à discuter de ça, parce que pour eux, c'est pas possible que les gens d'avant aient pu faire des choses pareilles. Alors je vais vous revenir rapidement sur l'île de Pâques.
pour vous montrer aussi comment, sur cette île, on peut observer le même principe. Donc voici l'île de Pâques. Je vous ai dit que les trois volcans en fait, qui formaient cette île, en fait, dessinaient un triangle. Et c'est vrai, on peut le vérifier. Le triangle, c'est un triangle qui est très précis. Alors j'ai marqué 20 km, bien sûr, c'est une valeur qui est approximative, mais je pense qu'en réalité, on n'est pas très loin de la vraie mesure. Et donc c'est un triangle isocèle, de 20 km, 12,36 sur l'autre côté. Ce qui est intéressant, c'est que 20 divisé par 12,36, ça nous fait le nombre d'or, 1,618. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que la base du triangle, la partie qui fait 20 km, c'est l'axe du solstice. Donc je le retrace. Donc là, j'ai tracé les deux axes solsticiaux si on partait du volcan qui se trouve donc ici. Si je me place ici en tant qu'observateur, eh ben, le 21 juin, je vais voir le soleil se coucher là, et 21 décembre, je vais le voir se coucher ici. Toutefois, le 12 octobre, il va se coucher là, sur l'autre volcan. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, ça, on le sait déjà, on l'a vu tout à l'heure. À cette latitude, le solstice va déterminer la diagonale d'un double carré. Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'ici, le 12 octobre, si je regarde de nouveau, comme je l'ai fait en Égypte, que je me mets à compter les jours, j'ai 112 à 113 jours entre le 21 juin et le 12 octobre. Et si je fais le calcul total jusqu'au 21 décembre, j'en ai environ 183. Le rapport entre les deux, c'est un rapport également de 1 à 1,618. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on a construit sur l'île de Pâques tous ces moailles, qu'on a fait de ce lieu une sorte de temple naturel, parce qu'il avait des caractéristiques, on va dire, naturelles, particulières, qui avaient été très bien comprises par les gens d'avant. Alors bien sûr, waouh, c'est quand même assez... je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude d'entendre des choses comme ça, parce que c'est quand même peut-être très nouveau pour vous. Moi, j'y travaille depuis 5 ans, et ce qui m'a fait rentrer là-dedans, c'est justement qu'il y a eu des gens qui m'ont précédé, et qui avaient commencé, qui ont compris des choses comme ça. Et je me suis formé auprès d'eux pour creuser également avec eux, et on découvre en fait petit à petit cette espèce de façon de penser d'avant qui est extrêmement subtile. Et pour terminer, il y a un dernier élément que je n'ai pas montré. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que les espaces sacrés anciens sont reliés à plusieurs principes. Donc ce n'est pas un seul principe, c'est une pensée qui intègre beaucoup de choses. Donc on l'a vu, on va choisir un lieu géographique, on va intégrer de la géométrie, on intègre de l'astronomie. Donc intégrer l'astronomie, c'est intégrer le temps en fait, hein, c'est intégrer la mesure du temps. Mais il y a un autre aspect qu'on intègre, c'est la mesure. Et moi j'aime beaucoup la mesure, c'est quelque chose qui me passionne. Dans mon métier, c'était quelque chose dont j'avais beaucoup besoin. J'ai eu très souvent besoin de faire des mesures, j'ai utilisé beaucoup d'outils de mesure, que ce soit des mesures de distance, mais également des mesures de paramètres tels que la puissance, etc. J'ai toujours été passionné par la mesure, je trouve que c'est quelque chose qui est objectif et qui nous aide parfois à faire le tri entre ce qu'on pourrait croire et, on va dire, entre ce qu'on a envie de croire et ce qu'il y a réellement. Et la mesure, j'ai appris il n'y a pas longtemps, je ne savais pas ça, mais en sumérien, ça m'a un peu touché, cette histoire, c'est qu'en sumérien, le mot mesure et le mot aimer s'écrit de la même façon, c'est la même écriture, c'est le même mot. Alors je me pose la question, l'amour est-elle la véritable mesure du monde? J'y médite. J'y médite.